Ce que vient de faire Eric, puisqu'il a expliqué les basiques, et je pense qu'il l'a très bien fait, la VO2 max, le VO2 pic, et ça c'était super. Donc ça c'est important. Vous verrez qu'en transplantation pulmonaire, la place de la VO2 est très modeste. On se place beaucoup plus sur un test de terrain ça y est, il y en a un qui a roulé sous la table. En pratique, je m'excuse. En pratique, on se base beaucoup plus sur le périmètre de marche. Donc, pour aller de l'avant, tous les flux financiers sont gérés par le contrat unique. Je touche un petit peu d'argent pour me déplacer et j'ai des relations beaucoup avec, bien sûr, l'industrie, dispositifs médicaux de plus en plus, et puis, bien sûr, les services à domicile. Je n'ai pas mis à ce là, j'aurais dû. Post-greffe, vous me direz que ce n'est pas le sujet, mais je dirais quand même un tout petit mot. Et puis finalement, si on fait toutes ces mesures, on peut peut-être se poser la question, mais pourquoi? Et le pourquoi, c'est est-ce que ces paramètres qui ont peut-être une valeur pronostique, est-ce qu'ils nous permettent finalement de repérer des facteurs modifiables en pré- et post-greffe? Alors je sais que demain, on va beaucoup parler de réhabilitation. Je vous montrerai une ou deux bricoles en pré-greffe et puis un ou deux travaux qu'on a fait en post-greffe, en sachant que c'est quand même le sujet de demain. Alors, on a parlé du bouquin de Wasserman, c'est très bien. Nous, on a la chance en pneumologie d'avoir deux pneumologues, un de Lille, qui est Benoît Vallard, que certains d'entre vous connaissent, et puis un de Grenoble, qui est professeur associé dans le service, qui est Bernard Aguilianu. Et ils ont publié un bouquin qui est vraiment intéressant, c'est l'exploration fonctionnelle à l'exercice, le FX. Et en fait, c'est ce qu'a fait Eric, c'est de partir de données biologiques, physiologiques, et arriver à une décision médicale. Donc, dans le domaine de nous, c'est notre Bible. Hein, on appelle ça, les internes appellent ça le livre rouge. Alors, on est un peu rétro à Grenoble, mais ça a eu beaucoup de succès parce que c'est un enseignement par cas clinique. On part donc de données, et à partir de ces données-là, on essaie d'arriver à une décision clinique. Et c'est vrai qu'on s'en sert beaucoup. Mais c'est vrai que quand les patients arrivent au stade de l'insuffisance respiratoire grave, où ils sont quasiment pas grabataires, mais ils ont du mal à se déplacer, c'est tellement caricatural. On n'a pas tellement de gens encore relativement ambulatoires. Enfin, on voit qu'ils sont très malades. Et donc, vous allez voir, on se base beaucoup plus sur le périmètre de marche. Alors, finalement, on a, pour décider d'une greffe en pré-transplantation pulmonaire, on a un document. Il vous l'a montré, il a fini par ça. Moi, je vais commencer par ça. C'est le document qui est fait par notre société savante, qui est la International Society for Heart and Lung Transplantation. Et ils ont commis un document très, très, très astucieux en 2015. Et dans le service, Loïc Falk et puis Johanna Claustre l'ont écrit en français, c'est sous presse. Ça va sortir dans la revue verte. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que nous, on greffe 4 grandes maladies. On greffe la mucoviscidose, les pathologies interstitielles. Pour ceux qui ne sont pas pneumologues, c'est ce qu'on appelle les fibroses pulmonaires. Ici, les hypertensions pulmonaires, les HTAP, et puis la BPCO. Et on a, comme dans beaucoup de greffes, 2 moments. Un moment où il faut que le patient soit connu d'un centre de transplantation, il faut un seul critère. Et puis un moment où le centre de transplantation dit « c'est bon, on va le lister ». Donc il y a 2 moments dans la vie d'un insuffisant respiratoire. Le premier, c'est ce patient ne va pas très bien, il a une des 4 maladies qui peut relever de la transplantation. Et puis, à un autre moment, on va le mettre sur liste d'attente active. Alors, la situation pour le poumon est beaucoup plus dramatique que pour le cœur, puisqu'en France, en gros, il y a à peu près 100 000 personnes sous oxygène, et les bonnes années, on fait 500 greffes pulmonaires. Donc, il y a un petit problème. Donc, il faut bien sélectionner. Et sans faire de la philosophie ce soir, il y a 2 principes qu'a mis en avant Tim Egan de Caroline du Sud, parce qu'il a créé un score, le LAS, le Lung Allocating Score, et cela c'est basé sur 2 valeurs qu'on respecte. C'est la valeur de justice, greffer ceux qui en ont besoin, et d'efficacité, et ne pas greffer des gens, qui n'en ont pas besoin ou qui sont déjà trop gravement atteints. Donc, tout ça a abouti à des recommandations qui ont été mises en français par Johanna Claustre, qui est chef dans le service. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, comme l'a très bien dit Eric, on ne prend pas une décision, bien sûr, sur un seul paramètre. On se base quand même beaucoup sur l'aptitude et l'espoir qu'on peut avoir après la greffe. Et donc, j'ai bien aimé ce qu'a montré Eric. Si des paramètres vous donnent une survie à 80% à 1 an, ben, la greffe fera mieux en qualité de vie, c'est sûr. Mais en termes de survie, pas tellement mieux. Alors, comment on s'y prend? Ben, c'est relativement simple. Vous voyez ici, pour la mucoviscidose,
on a des paramètres. Dès qu'il y a un seul paramètre, on se pose la question. Vous voyez, c'est le VMS inférieur à 30%. Et comme l'a dit Eric, ce qui nous intéresse plus que la VO2, le machin, le truc, c'est le déclin. Hein, c'est la cinétique. Hein. Donc, et puis là, vous voyez, là, on va donc c'est dans le titre, le périmètre de marche de 6 minutes inférieur à 400 mètres. Là aussi, le malin se cache dans les détails. Parce que quand on voit comment c'est fait, par des professionnels de santé plus ou moins motivés, plus ou moins... Y a-t-il encouragement, y a-t-il pas encouragement? Est-ce qu'il y a oxygène, est-ce qu'il n'y a pas oxygène? Est-ce que le patient est vautré sur un caddie et finalement on le pousse sur le caddie et donc les valeurs... Enfin, vous voyez, en routine, j'ai honte de le dire, mais la qualité n'est pas toujours au rendez-vous et la reproductibilité n'est pas toujours au rendez-vous. C'est tellement peu reproductible qu'il faut en faire 3 pour avoir le meilleur. Et ça dépend beaucoup des conditions. Si le couloir fait 20 mètres, il faut tourner sans arrêt. S'il fait 100 mètres, on tourne moins souvent. Donc le malin se cache quand même dans les détails. Alors vous voyez, pour la mucoviscidose, ensuite, on va sombrer pour le mettre sur liste sur des choses assez violentes, du style le patient manque d'oxygène, il a trop de gaz carbonique, il est sous VNI, un critère suffit. Hein. Il a une HTP, il se fait fréquemment, il ne va pas bien. Voilà. Donc vous voyez, la VO2 a disparu complètement. On est au-delà de ça. Voilà. Donc dans la mucoviscidose, ce qui compte, c'est la cinétique et puis des paramètres qui sont bien évalués. Et récemment, j'ai revu un papier fait par l'équipe de Toronto et par une fellow qui est actuellement maintenant à Lausanne. Et le bottom line, c'est que dans la mucoviscidose, il n'y a aucun critère prédictif, il n'y a aucun critère en pré-greffe qui contre-indique la greffe. Ça marche tellement bien que les seuls qu'on contre-indique, ce sont les gens qui ont des troubles psychiatriques lourds, dont on sait pertinemment qu'ils ne pourront pas assumer le suivi post-greffe. Et puis, Buclodaria cepacia, ça c'est sûr, Génovar 3, ça il ne faut pas les greffer parce qu'ils vont mourir en post-greffe. Donc dans la transplantation pulmonaire, le succès est tellement foudroyant dans la mucoviscidose qu'il n'y a aucune contre-indication avant la greffe. Et ne pas les greffer est juste de la discrimination. Donc vous voyez, le raisonnement n'est pas du tout très différent du cœur où la mesure de l'aptitude reste quand même très importante. Dans les pathologies interstitielles, eh bien, ce qui est important, dès que les patients ont une fibrose, on sait qu'il faut les confier à un centre de greffe parce que ça va mal tourner. On se base beaucoup sur les volumes pulmonaires, la DLCO. Et vous voyez, ce qui va être décisif pour mettre un patient sur liste, ça c'est terriblement prédicteur du décès. Le patient marche, périmètre de marche de 6 minutes, et s'il désature, il est en danger de mort et il faut le greffer. Voilà. Et plus que la valeur, vous voyez, c'est moins de 250 mètres ou la baisse de 50 mètres. Mais ce qui pèse très lourd, c'est la désaturation. Dans l'HTAP, ça a été remis au goût du jour. L'hémodynamique pèse très lourd. Ça pèse très lourd. Mais là encore, un seul critère suffit. Lorsque le patient à bloc de traitement fait moins de 350 mètres, là, il y a des scores qui ont été très bien revalidés récemment. C'est de très mauvais pronostics. Donc vous voyez, c'est très simple, ces tests de terrain. Encore qu'il faut les faire de façon reproductible. Donc moi, je me bats pour qu'ils soient toujours faits de la même manière, sans oxygène, avec les mêmes personnes. Y a-t-il encouragement pendant le test ou avant? Il y a une procédure qui n'est pas toujours respectée. Et puis après, on arrive dans le monde de la BPCO, qui reste quand même la première indication de transplantation, donc la bronchite chronique, hein, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça. Et donc dans le monde de la BPCO, on se base beaucoup sur le BOD. Alors le BOD, je vais vous le montrer sur la diapo d'après. Ça a été publié, ça fait beaucoup de bruit par Bartolomeo Celli de Harvard. Il a montré que dans la BPCO, le pronostic était lié à 4 lettres. B pour Body Mass Index, BMI inférieur à 21. O pour Obstruction, et là il y a des grades. D c'est Dyspnea. Quand ils sont essoufflés au repos, c'est pas très bon comme dans le cœur. Et E c'est Exercise Capacity, c'est le périmètre de marche. Et là, donc on réfère les gens au centre, ils n'ont pas de contre-indication lorsque le BOD est entre 5 et 6. Et dès lors que le BOD est supérieur ou égal à 7, ça devient des candidats potentiels pour la transplantation. Alors voilà le BOD. Quand on fait la visite, et puis on demande à l'externe à combien son BOD. Alors le gars, on vous regarde tout rouge, dit ici c'est important, le BOD, ça nous aide à savoir, c'est un petit peu plus malin que le VMS seul, donc il ne faut surtout pas le retenir. Vous avez tous, vous, 0 point, bien sûr, et on va greffer des gens qui ont donc un VMS inférieur à 35%, qui ont une dyspnée de repos et qui ont un périmètre de marche bas, là, et puis qui ont un BMI inférieur à 21, ça fait 3, 3, 3, 9, 10. Et là, vous voyez, quand on est entre 7 et 10, la survie à 1 an, c'est pas très bon. La greffe pulmonaire fait mieux que ça. Donc ça, c'est très aidant, c'est très simple. Vous voyez, il n'y a pas de VO2 dans mon affaire. Donc pour nous résumer, en pré-greffe,
l'indication de transplantation pulmonaire en dehors des grandes contre-indications, les troubles psychiatriques, les addictions, les atteintes d'autres organes qui ne sont pas améliorables, il y a des critères maladie par maladie. Et effectivement, dans la fibrose, dans la mucoviscidose, dans la BPCO, dans l'HTAP, le PM6 fait partie des critères que l'on mesure, mais vous avez bien compris qu'on ne prend jamais de décision sur ce critère unique, ce serait trop facile. Alors, partant de là, Thomas Egan, qui est chirurgien en Caroline du Sud, s'est dit, OK, bon, il va falloir modéliser, il va falloir faire un score. Donc il a fait un score très ambitieux qui s'appelle le LAS, et qui a eu un énorme succès. Donc c'est un chirurgien qui, avec des collègues statisticiens, a modélisé un risque de décès en pré-greffe versus le risque de décès post-greffe. Et donc est mis en haut de la liste le patient qui a le risque le plus élevé de décéder 1 an après mise sur liste versus le risque le plus faible de décéder après la procédure. Donc c'est l'idée de greffer les gens qui en ont besoin, c'est la justice, donc des gens qui ont un très haut risque de décès en pré-greffe. Mais si vous greffez le patient le jour de sa mort, ce n'est pas très intéressant pour les ressources, et pour la famille, les aidants et pour l'intéressé. Et donc il faut en regard. Donc c'est très astucieux. Le petit problème, c'est autant on arrive assez bien à modéliser le risque de décès avant la greffe, autant on n'arrive toujours pas à modéliser le risque de décès après la greffe. Donc je pense que les transplanteurs pulmonaires vont aller un jour vers un MELD, c'est-à-dire où on va simplement modéliser le risque de décès avant la greffe. Parce qu'après la greffe, le kappa est à 0,5, donc c'est pas bon. Néanmoins, vous pouvez regarder, si vous avez la patience, quels sont les facteurs. Alors c'est un succès foudroyant ce truc. Ça a transformé la transplantation pulmonaire aux États-Unis. Ça a été adopté par les Allemands, par Eurotransplant. La France pose la question de mettre, c'est la discussion qu'on a à chaque de faire une liste unique. Je pense qu'on va le faire comme pour le cœur, comme pour le foie, et comme le rein, on va aller vers une liste d'attente unique. Et bien sûr, ces problèmes de décider qui doit être mis en haut de la liste, c'est des problèmes extrêmement importants, extrêmement sensibles. Alors dans ce modèle qui a été raffiné depuis, ils ont rajouté des choses, mais très simplement en pré-greffe, qu'est-ce qui prédit la mort? C'est la capacité vitale forcée, c'est la pression systolique dans l'artère pulmonaire, les besoins d'oxygène, l'âge, ça reste un bon truc. Le body mass index, ça c'est très intéressant, la classe YHA, le diagnostic, une fibrose va mourir plus vite, une HTAP va mourir plus vite qu'une BPCO. Et puis vous voyez, le périmètre de marche, il sort là, moins de 150 pieds, ça fait pas beaucoup, des gens sous ventilation mécanique et le diabète. Et vous voyez qu'en post-greffe, les choses qui sont associées à la survie, mais vous voyez que le périmètre de marche a disparu. Voyez, le diagnostic demeure. Donc on peut dire, si on s'arrêtait là, qu'en pré-greffe, finalement, ça dépend du diagnostic, et puis le périmètre de marche joue un petit rôle, mais qui est très modeste, mais vous voyez, il n'y a pas la VO2. En post-transplantation, je ne vais peut-être pas trop en parler, parce que c'est peut-être plus pour demain. On peut faire un commentaire bref. Ça, c'est un travail que des collègues avaient fait, ça, c'est un travail que nous, on avait fait. Donc on a biopsié, vous voyez, dans le quadriceps, dans le chef externe du quadriceps, 12 transplantés, 12 contrôles. Dans les contrôles, il y avait 3 de mes enfants. Je crois qu'on ne ferait plus maintenant, si j'ose pareil. Et donc, en pratique, on les biopsiait avant réhabilitation et après réhabilitation. Alors, c'est quand même assez impressionnant. Vous voyez que je vous la fais simple. Quelle est la VO2 donc ça, c'était après greffe, bien sûr. Donc, vous voyez ici, la VO2 pique, c'est pique. Elle est à 120% chez les contrôles, par définition, et 63%. Donc les patients sont greffés. Donc quand j'ai montré ces chiffres-là à notre chirurgien préféré, il dit, Christophe, tout ça pour ça, il reste avec une VO2 minable en post-greffe. Bien sûr, parce qu'ils ont ça. Vous voyez, ici, ça, c'est les fibres de type 1, là, c'est les fibres de type 2. Moi, j'ai biopsié des patients qui avaient plus de fibres de type 1. Plus de fibres de type 1. Et après la greffe, s'il n'y a pas une réhabilitation extrêmement supervisée, il ne se passe rien. Alors les gens sont contents, ils sont moins essoufflés, mais ça reste des grands handicapés, des VO2 minables. Donc retenez qu'un transplanté pulmonaire, après la greffe, même s'il a été extubé sur table, tout s'est très bien passé, il garde une VO2 minable au maximum à 60% de la théorique. Voilà. Et alors on les a réhabilités, et on change en fait complètement la machinerie mitochondriale. Je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est un autre débat, mais c'est assez fascinant. Alors quand on les réhabilite, ils améliorent leur VO2, ils améliorent surtout leur endurance. Alors pourquoi? Et nous, on a bien montré qu'en fait, c'est une nouvelle organisation au niveau de la mitochondrie
et que la régulation de la mitochondrie ne se fait plus par l'ADP libre, mais se fait par les créatines kinases, par la créatine. Et en fait, il y a une modification de l'oxydation phosphorylante. Donc c'est des modifications fonctionnelles. Mais les fibres n'ont pas changé. C'est une réorganisation du cytosquelette qui fait que la respiration mitochondriale marche beaucoup mieux. Mais la vitesse de respiration mitochondriale ne change pas. C'est vraiment l'organisation qui change. Et c'est ça qui est amusant. Donc la réhabilitation, donc qu'est-ce qu'on peut modifier? Alors, en préopératoire, c'est s'assurer qu'on optimise les gens pour que ça se passe bien. Après, ils sont transplantés et après. Mais vous voyez, il y a beaucoup de questions. On pense que c'est bien de préparer les gens avant la réhabilitation. On a pas mal publié sur des essais en pré-greffe. On peut améliorer la survie, la qualité de vie. Ensuite, il faut les réhabiliter parce qu'il y a une idée quand même que lorsque les gens ont une bonne aptitude aérobie, probablement ils ont une meilleure survie. Mais c'est pas démontré, hein. C'est pas démontré ça. C'est probable, mais c'est pas démontré. Donc il y a eu quelques études de réhabilitation post-greffe. Ça, c'est un travail qu'on avait fait où on s'aperçoit qu'on peut améliorer la composition corporelle. Et on avait vu qu'on avait des répondeurs. Ça, c'est l'endurance, vous voyez. L'endurance à 70% de la VO2 à 18 minutes avant en post-greffe. Puis ça monte à 27 minutes s'ils sont réhabilités de façon très agressive. Et puis il y a des non-répondeurs. Ces non-répondeurs, c'est des gens qu'on a pris en charge très tardivement après la greffe, qui ont eu beaucoup de complications. Et là, malgré un coaching très serré, il ne se passe rien. Donc finalement, mesurer tout ça, c'est bien. C'est dans le but de contre-indiquer ou de ne pas contre-indiquer un patient. Et surtout, c'est de modifier. Et probablement que l'aptitude aérobie, c'est très pronostique. Et la modifier est quelque chose de probablement extrêmement important. Et brièvement, ce que font maintenant les gens de Louvain, qui sont probablement très bons, le but maintenant, c'est pas tellement d'augmenter la VO2, c'est d'augmenter les activités physiques quotidiennes. Voilà un groupe d'une quinzaine de patients transplantés à Louvain. Vous voyez, 1 an après la greffe, et eux, ils ont été en groupe contrôle. Et ils marchent 25 minutes à 40 minutes par jour. Les patients qui ont été réhabilités, c'est ça qu'on cherche. Ils ont changé leur système, ils bougent beaucoup plus. Vous voyez, ils font 30-40 minutes de marche par jour et ils montent à 75 minutes. C'est ça qu'on veut. La réhabilitation, c'est pas augmenter le périmètre de marche. La réhabilitation, c'est changer les comportements. C'est le message que je voulais vous transmettre. Ça, c'est un truc... Il y a beaucoup de patients qui ne répondent pas à la réhabilitation. C'est de l'épigénétique, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans. On a montré qu'on pouvait renverser cette non-réponse à la réhabilitation, c'est pas le débat. Et la conclusion, c'est que tout ça, le mot-clé, c'est participer. Il faut faire participer les patients et les aidants, parce que faire des prouesses techniques et ensuite pas les réhabiliter, c'est juste un crime. Je vous remercie.